Effectivement, on a la guerre en Iran qui dure depuis un moment. 40 jours. 40 jours, merci beaucoup. Et on a récemment, là c'est l'actualité des derniers jours, les fameuses discussions sur le cessez-le-feu qui devrait avoir lieu. Mais le cessez-le-feu concerne uniquement l'Iran. Ouais. Et le Liban est exclu de ce cessez-le-feu en raison de l'opposition à Israël à ce que le cessez-le-feu implique également le Liban. Aujourd'hui, cet après-midi, on a des frappes très lourdes qui ont été lancées au Liban par Israël. Et ces frappes ont provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. Mais je crois qu'on en est à 1300 maintenant. Exactement. 1300 Absolument. En tout, depuis le début de la guerre. Ah Je ne suis pas... Non, je pense que c'est... Oh non, Alors, là au Liban, oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 254. Mais depuis le début de l'offensive... Il me semble que c'est ça, c'est environ 1000 un peu plus de 1000 en Iran et un peu plus de 1000 au Liban aussi. Alors je vous laisse peut-être, la guerre en Iran pour les nuls, revenir un peu sur ce qui s'est passé avant. Comment est-ce qu'on en arrive là, Yazid? Alors, comment introduire le sujet de manière... Bon, il y a 40 jours, les États-Unis et Israël ont décidé unilatéralement ensemble de lancer une attaque contre l'Iran. D'accord. Leur but, le problème c'est qu'ils n'ont pas déclaré de but de guerre. C'est un peu gênant ça ressort beaucoup dans la presse, le fait que les buts soient pas clairs, que du coup on a l'impression qu'ils atteignent pas leur but, mais en même temps c'est quoi les buts? Est-ce que les buts de Netanyahou c'est les buts des États-Unis? Ça c'est pas clair du tout, je trouve. On va en parler. Ouais. Il y a juste un problème là sur le réseau, là j'aimerais quand même qu'on retire un petit peu certains commentaires. Ok, je le ferai après. Ouais. Il y a 40 jours, les États-Unis et Israël attaquent unilatéralement l'Iran. Ils décident de bombarder plusieurs cibles militaires. Ils tuent donc l'ayatollah Khamenei ainsi que pratiquement une quarantaine de hauts dirigeants iraniens. Il s'ensuit ensuite des répliques de l'Iran qui a surpris, je pense, le camp occidental en répliquant de manière bien plus forte que ce qu'ils pensaient. Donc envoi de missiles balistiques, etc. De drones aussi. Et donc en fait, jusqu'à arriver au moment où ils ont décidé de bloquer le détroit d'Ormuz, qui est responsable, je le ferai après, qui est responsable de l'exportation de 20% du pétrole et du gaz mondial. Donc j'ai banni des gens. Merci. Vous oubliez que je suis modo en même temps. C'est vrai, Animatrice et modo, ma gueule. Faites pas les faux. Continuez, je bannis encore. Vas-y. Et donc, la capacité, donc jusqu'à hier, on pensait que la guerre allait continuer parce qu'il y a eu un tweet. Alors les Iraniens disent la guerre imposée. C'est bien aussi de... C'est vrai. Hein, ou l'agression. Ouais. L'agression. Oui, c'est vrai que c'est l'agression en fait, c'est pas une guerre. Ouais. Ouais. L'agression totale des États-Unis et d'Israël sur l'Iran. Et donc jusqu'à hier, Trump sur son réseau social Truth a tweeté, je ne vais pas vous lire tout le tweet, mais dans tout le tweet, il avait dit « Toute une civilisation mourra ce soir ». Oui. Oui, tout à fait, ça a choqué ça. Ouais. Ça a choqué, on pensait même qu'il y avait même des spéculations sur le fait qu'il allait utiliser l'arme nucléaire. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu lances la bombe nucléaire. Quoi. Voilà. Tu peux... Voilà, mais bon. Donc, c'était une hyperbole, je pense. C'est ça, parce qu'il avait laissé, il faut le rappeler, un ultimatum jusqu'à 20h aux États-Unis, donc ça va être 3h du matin chez nous. Et en plus, Trump, il s'y connaît en civilisation. Hein. Ouais. Donc, s'ensuit aujourd'hui, on apprend qu'en fait, un cessez-le-feu a été signé avec une médiation pakistanaise et d'autres services, notamment turcs et il me semble... Peut-être l'Égypte aussi. Égyptien, voilà. Oui. Et donc, il y a un cessez-le-feu qui a été signé pour au moins 2 semaines. Et donc, on peut affirmer que c'est une victoire stratégique pour l'Iran, qui a réussi à montrer qu'elle avait un pouvoir de nuisance supérieur. Il y a un rapport de force qui pousse les ennemis à accepter le cessez-le-feu. Exactement. Que, en fait, les objectifs de guerre des États-Unis n'ont pas été remplis. Mais c'est quoi les objectifs de guerre Alors, les objectifs de guerre, je pense qu'ils ne les ont pas déclarés eux-mêmes, mais c'était en fait de changer, de faire s'effondrer l'Iran et de changer le régime et d'avoir un régime plus favorable à eux, un peu comme ils ont fait au Venezuela. Pour un peu les matières premières, le détroit d'Ormuz, c'est lié un petit peu à ça ou pas forcément? Oui, totalement. En fait, leur but, c'est de contrôler totalement la région. Oui, voilà, donc, à la fois politiquement, c'est-à-dire avoir des régimes serpillères, quoi. C'est ça. Et en ayant des régimes serpillères, on peut avoir les ressources, on peut avoir tout ça, on peut avoir une mainmise sur la région. Alors, parce que dans la région, les seuls qui leur résistent encore, c'est l'Iran et ce qu'ils appellent eux leur proxy, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen. Mais la version médiatique des objectifs de guerre de Netanyahou, ça va plutôt être, rétablir la démocratie, un régime, mettre fin au régime théocratique, je sais pas quoi là. Parce que la justification qu'ils utilisent tout le temps, c'est que, regardez, en décembre, pendant les manifestations, ils ont tué 20 000, 30 000, 50 000 personnes. D'accord. Voilà.
voilà. Oui. Ça, ce sont les origines de la guerre. Alors, pas du tout responsables de ça. Et donc, attends, juste pour finir, là, en état actuel des choses, on ne sait pas encore exactement ce que va contenir le traité. D'ailleurs, les Américains ont publié les points d'accord, les Iraniens en ont publié d'autres différents. Voilà, donc, il paraît que c'est pas clair, ouais. Voilà, c'est pas du tout clair encore. Ouais. Et pour finir l'intro, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, 2 semaines de cessez-le-feu. Donc les Iraniens et les Israéliens et les Américains n'attaquent plus l'Iran pendant au moins 2 semaines, et que le détroit d'Ormuz va réouvrir, avec notamment des droits de passage de 2 millions de dollars par navire ponctionnés par l'Iran. Youssef, je te laisse compléter juste après. Moi, j'ai lu un article de The Guardian qui insiste sur le fait que pour Netanyahou, c'est un échec important. Totalement. Youssef. Oui. Non, c'est bien sûr. Donc, c'est cette guerre des 40 jours qui, normalement, selon apparemment ce que Trump pensait, aurait dû se conclure en quelques jours, a duré 40 jours. L'Iran a fait preuve d'un héroïsme extraordinaire, disons-le, d'un héroïsme extraordinaire. On sait que le tonnage de bombes qui a été largué sur l'Iran dépasse le tonnage de bombes largué sur le Vietnam par les États-Unis pendant toute la guerre du Vietnam, en tonnage. C'est absolument sidérant. C'est abusé. Il y a eu 21 universités. Il y a eu des dizaines de centres de recherche médicaux. Il y a eu l'équivalent de l'Institut Pasteur à Téhéran qui a été détruit. Tout ça a été détruit. 21 universités. Alors, Israël, évidemment, a voulu appliquer exactement ce qu'il a fait à Gaza. Il y a eu des milliers de résidences, d'appartements qui ont été touchés, des milliers de gens qui sont sans appartement. Il y a eu des écoles. Ça a commencé par le massacre de cette école et de ce centre sportif. Il y a eu les deux, qui ne sont pas du tout des erreurs, qui sont des missiles très, très, très sophistiqués. Dès les premières heures de la guerre. Dès les premières heures, jusqu'au bombardement de la synagogue de Téhéran. Oui. Jusqu'au bombardement de la synagogue de Téhéran, faut quand même le dire, faut quand même le faire. C'est-à-dire que les Juifs, depuis 2700 ans exactement, en Iran, étaient en sécurité jusqu'à hier, quand Israël a bombardé leur synagogue. Il n'était jamais rien arrivé aux Juifs d'Iran. Et d'ailleurs, c'était pour faire payer aux responsables de la communauté juive d'Iran ses propos de soutien à son pays, l'Iran, parce que n'en déplaise à Netanyahou, le pays des Juifs d'Iran, c'est l'Iran. Tiens, c'est curieux ça. Mais le pays des Iraniens, c'est l'Iran en fait. Alors c'est curieux, parce que alors en France, évidemment, le pays des Français juifs, c'est la France, mais ils sont étonnés quand on dit que le pays des... D'accord. Même si Netanyahou aimerait bien voir partir tous ces Juifs, et tout le mouvement sioniste d'ailleurs, vers Israël. Mais je le dis bien, en Israël, les Juifs sont plus que n'importe où en insécurité. C'est justement ça qu'il faut voir. C'est le sionisme qui crée l'insécurité pour les Juifs, au Moyen-Orient comme ailleurs. Alors, donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, eh bien, cette guerre, cette agression est absolument à mettre au chapitre des événements historiques. C'est la première fois qu'un pays du Sud, depuis la déculottée que les Vietnamiens ont infligé aux Américains, depuis les déculottées coloniales, l'Algérie, les colonies d'Afrique contre le Portugal, etc. Donc c'est la première fois en tout cas qu'un pays du Sud résiste de cette façon. Et là, rien que pour ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, il est encore trop tôt. On aura le temps de faire des bilans lorsque la situation va un petit peu se stabiliser. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, si le cessez-le-feu tient, et qu'effectivement, Israël arrête son agression du Liban, et là, c'est là où il y a une interprétation différente selon les Iraniens et selon les Américains, mais ça, fallait s'y attendre. On a dit que ça comprenait pas le Liban. C'est ça fallait s'y attendre. Ça comprenait le Liban, sauf que c'est toujours pareil. Les Yankees mentent en permanence, ont toujours menti, n'ont jamais respecté un seul des traités. Et effectivement, l'Iran, les conditions que l'Iran avait transmises, via le Pakistan, étaient claires. C'était arrêt des combats sur tous les fronts. D'ailleurs, d'une certaine façon, ça inclut également la Palestine. Ça fait partie des 10 points. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des 10 points. Oui. Mais dans les 10 points proposés par... On pourra peut-être les rappeler, non ? Par l'Iran. Ouais, j'essaie de les retrouver depuis tout à l'heure. Mais de mémoire, les points les plus importants sont la levée des sanctions contre l'Iran. Absolument. L'arrêt total, bien sûr, des hostilités.
l'arrêt total des attaques contre les alliés dans la région. Donc contre les Houthis. Tous les fronts hein, contre les membres de l'Axe de la Résistance. Voilà. Et d'autres. Alors, et en échange, ce qu'ils échangent, eux. Alors, il y avait le détroit d'Ormuz. Voilà. Il y avait aussi des indemnités pour la reconstruction de l'Iran. Voilà, c'est ça. Il y avait donc maîtrise, souveraineté sur le détroit d'Ormuz de l'Iran, avec taxation donc des bateaux qui y passent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais dire que c'est ce qui se passe par rapport à la Turquie. Faut savoir que la Turquie fait payer les bateaux qui passent par le détroit des Dardanelles. La Turquie contrôle 2 détroits, le Bosphore et les Dardanelles, comme vous le savez tous. Eh bien, à l'ouest de l'Anatolie, les Iraniens disent, nous aussi, on a le droit de faire payer le passage des navires. Jusque-là, c'était pas le cas. D'autre part, il y a un problème de souveraineté concernant effectivement le détroit d'Ormuz, à qui appartient le détroit d'Ormuz, la fameuse. Vous savez que même au niveau du nom golfe arabo-persique, il y a un problème, on dit arabo-persique. Dans les cartes anciennes, c'est le golfe persique. Les Arabes disent il est aussi arabe, donc arabo-persique, parce qu'effectivement à l'ouest on a la péninsule arabe. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas une chose, si on veut parler de souveraineté, c'est que le Qatar empiète complètement sur le gisement gazier Fars 1. Dont l'Iran est privé. Alors si on voulait vraiment aller... vous savez qu'il y a un gisement gazier qui est exploité à la fois par le Qatar et par l'Iran, et le Qatar prélève la plus grande partie du gaz, et donc dont l'Iran est spolié. Donc si on voulait vraiment... en tout cas, en l'état actuel des choses, eh bien l'Iran dit, de toute façon, nous devons reconstruire le pays après cette agression absolument... tu as tous les points là, c'est ça ? Là, j'ai tous les points. Il y a même une comparaison de est-ce que si les points étaient acceptés, est-ce que l'Iran serait en meilleure position avant ou après la guerre ? Et en fait, là, l'article dit sur les 8 points. Sur les 10 points, il y en a 8 qui avantageraient l'Iran, qui aurait une meilleure position évidemment, après. Ne serait-ce qu'Ormuz. Ouais. Et surtout la levée des sanctions. C'est ça. Parce que c'est la levée des sanctions l'essentiel. Et bien sûr, il y a aussi l'essentiel aussi, c'est le retrait des troupes américaines de la région. Alors, ça, c'est vraiment une folie, parce que ça prouve que finalement, les Américains ne protègent personne. Mais d'une certaine façon... la stratégie des pays du Golfe est totalement obsolète maintenant. Il est bon, hein ? Oui, il est bien, il est très très bien. Mais il est très très bien, Yazid. Mais bien évidemment, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est que les troupes américaines au Moyen-Orient deviennent caduques. Un mot qu'aimait beaucoup Yasser Arafat, le regretté, rappelez-vous. Et à propos de la charte de l'OLP, la présence américaine devient caduque. C'est-à-dire qu'ils retirent leurs troupes parce que la grande démonstration que vient de faire l'Iran par son extraordinaire résistance, c'est que les troupes américaines ont failli. Elles ne peuvent plus assurer la sécurité des régimes qu'elles prétendent soutenir, et y compris d'ailleurs l'antité-sioniste, y compris Israël, de toute façon. Et parce que, évidemment, Israël là, peut faire le fort là, contre le petit Liban, et tant qu'il est approvisionné en armes américaines, en renseignements américains, en encadrement américain, en argent américain. Mais si un jour cela venait à manquer, l'encadrement, l'argent américain, les armes, les obus, les missiles antimissiles, etc. Eh bien, c'est évident que dans ce cas-là, alors le début du retrait a de quoi vraiment inquiéter Israël, et c'est ce qui explique ce déchaînement de folie barbare, de folie meurtrière contre ce petit Liban, mais qui résiste de façon extraordinaire, faut le dire. Les Libanais résistent de façon absolument extraordinaire, de façon totalement inattendue. Et là aussi, c'est un échec. Parce que rappelons... Un échec pour qui ? Pour Israël. Parce que rappelons que la prétendue offensive israélienne, Israël n'a pas pu avancer de plusieurs kilomètres au Liban, malgré un déchaînement de bombardements depuis le début, depuis 40 jours. Israël n'a pas pu... Alors Israël a pu détruire. Faut reconnaître quand même une chose à Israël, c'est qu'Israël sait détruire. Israël sait détruire, sait tuer en masse, sait détruire, etc. C'est pas comme ça que tu gagnes une guerre. J'ai lu par exemple, Netanyahou pensait que la guerre contre l'Iran allait durer quelques jours. Oui. Mais c'est quand même réaliste. C'est ça qu'il a vendu à Trump. Mais vous pensez que c'est... Quand ils disent quand ils s'engagent dans des guerres comme ça, ils pensent vraiment qu'en quelques jours c'est fini ? Alors les exemples historiques qu'ils ont, c'est que Saddam est tombé en même pas 2 semaines. Et en fait, pour eux, l'Iran, c'était Saddam, qu'ils allaient tuer un ayatollah et 40 généraux et que ça allait tomber. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ? Parce qu'en fait, l'Iran, c'est un vrai pays, tout simplement. C'est qu'en fait, ils ont des structures, et ils ont un État-nation, ils ont un État qui n'est pas un État-nation, mais ils ont un gouvernement, ils ont un régime des armées qui ne tient pas que sur une seule personne. Donc voilà,
tout simplement. Il y a des services publics, il y a des patriotes aussi dans le pays. Voilà, c'est pas une république bananière. Alors, il y a malgré tout oui, c'est ça, c'est l'arrogance occidentale. Oui, voilà. Il y a quand même une plus grande cohésion en Iran. Indépendamment des contestations qu'il y a en Iran, il y a des contestations en Iran, c'est un fait, mais il y a un patriotisme qui est très abouti. Je crois qu'on estime entre 20 et 25% les soutiens du régime. Alors maintenant, beaucoup plus. Oui, voilà. Il y a l'effet patriotique avant la guerre, à jouer. C'est ça la question que tu voulais poser, Mariam? Oui, aussi. Alors, il y a deux autres éléments. Ils ont vraiment cru que la population allait les soutenir. Alors, ils pensaient vraiment, ils ont le schéma habituel, les Américains qui arrivent en 45 en France, hein, et puis d'ailleurs même en France, ça ne s'est pas produit en 45, donc on ne voit pas pourquoi ça serait produit en Iran de nos jours. Hein. Mais quelque part, Poutine a fait la même erreur. Il pensait que l'Ukraine, ça allait tomber en 2 jours. Et voilà. Quelque chose que je comprends pas. On sous-estime trop le patriotisme. Alors le patriotisme, l'attachement des gens à leur terre, tout simplement. Oui, c'est ça. L'attachement des gens. Ils se défendent. Oui. Désolé. Et alors il y a aussi autre chose quand même, il faut le dire. Il y a 2 autres éléments à mon avis. On les bombarde. Oui, mais il y a d'autres éléments qui ont fait que dans cet échec, il y a quand même le fait que l'Iran se préparait à cette agression depuis 40 ans. C'est que l'Iran, la République islamique, est née dans l'agression. Dès le départ, donc c'est un pays qui a commencé, et n'oublions pas une chose, c'est que la guerre imposée par l'Irak, enfin par l'Occident à travers l'Irak et même les monarchies arabes à l'Iran à partir de 81, cette guerre est une guerre terrible que l'Iran a dû se préparer, l'Iran est un pays qui s'est organisé pour résister à ces agressions. Oui, faut dire que l'autosuffisance est un principe de la République islamique. Hein, alors, d'une certaine façon, les sanctions ont joué de façon bénéfique, dans un sens... Ça les a forcés à se débrouiller par eux-mêmes. Est-ce que c'est pas un peu comme Cuba? Mais exactement. C'est que l'Iran a développé effectivement des réseaux, compté sur ses propres forces, disait Mao Tse-tung. C'est la Chine, c'était ça aussi. C'est ce qui a fait aussi le succès de la Chine. Il faut d'abord compter sur ses propres forces. Ça, c'est un des principes fondamentaux de tous les pays du Sud. C'est la souveraineté nationale et d'abord compter sur ses propres forces. Et là, donc l'Iran, depuis 40 ans, se préparait à cette agression, a développé des réseaux, des circuits pour contourner les sanctions, parce que c'est quand même un pays qui est sous sanctions depuis 40 ans, et il réussit à faire cela. Alors ça, c'est un fait. Il y a aussi un autre élément très important. L'Iran a énormément investi dans l'éducation. Et on se souvient que c'était une des recommandations d'ailleurs de Khomeini, c'est la vérité. Alors, on peut dire le chiffre, il y a 250 000 ingénieurs qui sortent des universités américaines, il y en a 240 000 des universités iraniennes. Oui, absolument. Je ne sais pas si on imagine. Et plus que toute l'Europe de l'Ouest réunie, je crois. Non, pas plus. Je crois que la France, c'est environ 100 000 et l'Allemagne, environ 150 000. Oui. C'est plus que la France et l'Allemagne réunies. Oui, c'est ça. Et je crois que même si on ajoute l'Angleterre. Mais bon, peu importe en tout cas, c'est un pays qui a énormément investi dans l'éducation. Donc, comme on vous le dit, tous les pays, de toute façon, qui veulent assurer leur souveraineté nationale, je le dis, eh bien, on fait un gros effort en matière d'éducation, indépendamment de ce qu'on pense, encore une fois, mais ce fut le cas de la Syrie, ce fut le cas de l'Irak. L'Irak avait été décoré par l'ONU, l'Irak de Saddam Hussein, pour ses efforts en matière d'alphabétisation. Cuba, donc on voit bien ça, c'est un des principaux éléments que les pays qui veulent garantir leur souveraineté nationale, un des principaux éléments qu'ils vont développer, c'est l'éducation. Ça, c'est absolument... ce fut le cas de l'Algérie juste après l'indépendance, la Libye également. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et le résultat, il est là. Et enfin, un dernier élément, c'est quand même le soutien de la Chine et de la Russie, qui est indéniable, en matière de renseignement principalement, et d'armes aussi. Et aussi politique parce qu'il y a eu un vote à l'ONU qui a été fondamental, qui voulait réouvrir le détroit d'Ormuz juste avant le cessez-le-feu. Vote à l'ONU pour réouvrir le détroit d'Ormuz, même par la force, il me semble, c'est ça. Et la Chine s'est intervenue, a mis son veto au moment. Alors là, ça a été fondamental, tu as tout à fait raison de le rappeler. C'est que là, il n'y avait plus l'argument, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, eh bien, tous les pays occidentaux auraient dû se plier. Il y aurait une coalition. Alors c'est étonnant, parce que d'habitude, on écrase l'ONU, mais là, tout d'un coup, on aurait dit « Ah, mais l'ONU a dit cela Ça fait je ne sais combien de temps que l'ONU fait les résolutions pour soutenir le peuple palestinien, le protéger, dont tout le monde... se fiche éperdument, mais là tout d'un coup, si jamais effectivement cette résolution avait été votée, on aurait dit, d'autant plus que c'est, je crois, le Bahreïn, c'est le Bahreïn qui était proposé par le Bahreïn et qui préside le Conseil de sécurité en plus, le Bahreïn. Et donc c'est quelque chose d'absolument infâme. Oui, c'est vrai que. Et je vais revenir sur les pays arabes ensuite. Pour être cohérent avec le droit international.
on aurait dû, en théorie, soutenir cette résolution, parce que depuis le début, on se prévaut du droit international. Mais donc là, vous nous parlez de la Chine, la Russie, l'Iran, Israël, les États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un tournant du point de vue des relations internationales? Parce que bon, il y a le truc du multilatéralisme là depuis les années 90, avec un petit peu un retour en force des États-Unis. Là, maintenant, c'est encore plus rebasculé. Qu'est-ce que vous en diriez? Alors, oui, mais juste avant de répondre... C'est incertain en même temps. Juste avant de répondre à ta question, Mariam, j'aimerais avec Yazid qu'on revienne sur les pays de la région face à cette confrontation. Oui, c'est dans le lien de ce que... Mais c'est en lien, de toute façon. Oui, en fait, là, moi je suis d'accord avec toi, Mariam, qu'un pays qui est sous sanction depuis 40 ans, qui démontre qu'il peut résister un shift quand même. aux États-Unis, qui ont le quintuple de leurs concurrents en dépenses militaires, qui ont 12 porte-avions, qui peuvent bombarder jour et nuit le pays, le fait que l'Iran ne se soit pas effondré à l'issue de cette guerre démontre quand même, pour moi, à ce stade, en tout cas. À ce stade, que la puissance américaine est contestable et contestée. Et donc, les pays du Golfe, justement, tu disais, ils ont un cerveau, et ils voient que leur protection n'est plus si assurée que ça. Tu me parlais tout à l'heure, tu veux en parler des Émirats. Il y a des pays dont la sécurité et le modèle économique, c'est-à-dire sans sécurité, en fait, plus d'investissement. Et donc, oui, je pense qu'on va avoir un shift là. Encore une fois, il faut attendre, il faut être prudent, parce que c'est que... C'est ça, il faut rester prudent, parce que c'est très très fragile. On va dire un mot ensuite sur la fragilité de ce cessez-le-feu. Donc, tout ce qu'on dit est quand même est suspendu à pas mal de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les pays de la région, enfin, il n'y a aucun des pays de la région qui s'est engagé concrètement dans cette guerre aux côtés des Américains, sauf les Émirats arabes unis. Sauf les Émirats arabes unis, parce que c'est un État qui est tellement artificiel. C'est une pompe à essence, une station-service. D'ailleurs, les Anglais et les Américains ont créé des stations-service autour de chaque puits de pétrole, et puis un État, quoi. Un État, une station-service. Ce sont des États stations-service, ces pays du Golfe, qui n'ont pas vraiment de réalité, sauf l'Arabie, quand même, et l'Arabie saoudite. Et ce que je veux dire, c'est que donc les Émirats, eux, se sont clairement engagés aux côtés dans cette guerre, clairement engagés. Ils ont perdu. Les Émirats, c'est un des pays qui risque le plus de perdre, parce que c'est un pays qui a fondé toute sa puissance, enfin son modèle économique, sur la sécurité des investissements. On investit aux Émirats, Dubaï, etc., considérés comme étant... les Émirats ont une armée de mercenaires qu'ils trimballent partout. Eux aussi, ils savent très bien tuer. C'est eux qui sont en partie responsables des grands massacres qui ont lieu au Soudan actuellement, il faut quand même le savoir, et en Libye également. Les Émirats sont derrière, avec le Qatar, d'ailleurs, peu de gens le savent, les Émirats et le Qatar, ce sont eux qui ont tué Kadhafi, qui ont renversé Kadhafi, qui l'ont tué, je dis bien tué, il faut quand même le savoir. Donc le côté délétère de toutes ces monarchies n'est plus approuvé. Alors, les Émirats, l'Arabie saoudite, certes, on dit que l'Arabie saoudite ne voulait pas cette guerre, mais au final, il s'avère que si. Il s'avère que si, que finalement, tant qu'il pouvait faire le boulot, Trump, mais on ne le disait pas ouvertement. On ne le disait pas ouvertement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en même temps, l'Arabie saoudite est inquiète des conséquences si jamais le régime iranien s'était effondré. Parce que là, il aura fallu gérer des millions de réfugiés, il aura fallu gérer toute une instabilité. Ça aurait été une crise. Mais on parle d'un pays à 90 millions de personnes. Ça n'a pas de sens. C'est énorme. La Turquie était extrêmement inquiète d'un éventuel effondrement de l'Iran à cause de la question kurde. À cause de la question kurde, effectivement, parce que la Turquie, c'est une des préoccupations de la Turquie, c'est la question kurde. Et effectivement, comme il y a aussi une question kurde en Iran, eh bien, cela aurait pu relancer la question kurde contre les intérêts de la Turquie. Enfin, c'est la Turquie qui le dit, c'est pas moi. Donc, en tout cas, la Turquie était inquiète d'un éventuel effondrement de l'Iran. Ça, c'est bien parce que ça montre tous les intérêts. Parce que souvent, on dit le bloc occidental. Mais dans le bloc occidental, il y a des intérêts très divergents entre les États-Unis, maintenant on voit même Israël, la Turquie qui est dans l'OTAN. Alors, il n'y a aucun pays de l'OTAN qui a voulu y aller avec lui. Finalement, la France a refusé, l'Espagne a refusé, l'Italie a refusé. Alors là, c'est Personne n'est allé débloquer le détroit d'Ormuz. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que si jamais ce cessez-le-feu se maintient, c'est une défaite de l'impérialisme comparable et peut-être même supérieur, dit notre ami Jean-Marc Schiappa,
qui aurait pu être là ce soir, malheureusement, il ne pouvait pas. On lui a demandé, il était au Mans. Oui. Et il se trouve donc, il le dit avec justesse. Il dit où ? Et il l'a dit sur Facebook, je crois, c'est sur Facebook. Et ça rejoint évidemment ce qu'on pense également, mais il a raison de comparer et de dire qu'effectivement, c'est une défaite plus importante encore que le Vietnam. Une défaite encore plus importante que le Vietnam. Le Vietnam apparaissait à un moment où les États-Unis étaient affaiblis, étaient considérablement affaiblis, où il y avait le bloc de l'Est, le bloc socialiste qui était là, qui était quand même puissant, tandis que là, dans la situation d'aujourd'hui, de domination absolue du bloc impérialiste américain, absolu, avec tous les épisodes qu'on a pu voir, même jusqu'au Groenland, jusqu'à la revendication sur le Groenland. Jusqu'au fait qu'on peut commettre un génocide tranquillement. Tranquillement, exactement, tu as tout à fait raison. Eh bien, si jamais se confirmait cette défaite, parce qu'il s'agit d'une défaite, parce que c'est quoi une guerre ? Une guerre, c'est imposer sa volonté à un peuple. Dès l'instant où vous ne réussissez pas à imposer votre volonté à un peuple, et où vos buts de guerre ne sont pas atteints, et quels étaient les buts de guerre de Trump ? Eh bien, c'était briser la résistance iranienne, parce que n'oublions pas que l'Iran n'est pas simplement un ennemi d'Israël dans la région, c'est aussi un ami, malgré tout, un allié du peuple palestinien. Et je pense qu'il a amplement prouvé, il a perdu toute sa direction politique plus d'une fois, et tout le monde sait très bien que l'Iran arme les composantes de l'axe de la résistance, y compris les Palestiniens depuis très très longtemps, de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Donc de ce point de vue, il y avait cela. Donc mettre à genoux cet ennemi. Deuxièmement, comment mettre à genoux un concurrent de l'État d'Israël dans le Proche-Orient. Parce qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est la dimension économique. C'est que l'Iran est un pays, est une puissance régionale qui était... Alors, puissance, c'est pas forcément négatif. C'est simplement un pays qui est doté d'un certain nombre de moyens, parce qu'on dit puissance, une puissance peut parfaitement exister sans dominer d'autres pays. D'ailleurs, l'Iran ne dominait aucun pays. Mais le développement de l'Iran, son formidable potentiel scolaire, intellectuel. Oui, ça peut être la Chine du Moyen-Orient. Mais exactement. Ça aurait eu, si jamais l'Iran avait de bonnes relations avec son environnement arabe, l'Iran pourrait être une formidable locomotive du développement arabe. Un vrai développement, parce que, excusez-moi, mais les hôtels à Dubaï, si certains... non mais voilà, on n'en a rien à fiche. D'accord. Donc voilà. Mais l'Iran pourrait être la locomotive du développement d'un Moyen-Orient pacifié, sans présence militaire américaine. Et cela aurait comme effet de corneriser, si vous me permettez l'expression, Israël, parce que si les États-Unis soutiennent Israël, c'est parce qu'Israël est là pour remplir une fonction. La fonction, c'est terroriser les pays de la région. Empêcher leur développement. Comme ce fut le cas avec Nasser, l'Égypte, avec l'Irak de Saddam Hussein, avec y compris la Syrie. Le but était de terroriser ces pays-là, d'empêcher qu'il y ait un Moyen-Orient démilitarisé au sens positif du terme, pacifié, avec un soutien à la Palestine, évidemment. C'est pour ça que au moment du Shah d'Iran, il y avait la stratégie des deux piliers avec Israël et l'Iran, dont le but, en fait, c'était de tenir en laisse tout le monde. Absolument. Tout le Moyen-Orient tenu en laisse. Plus personne, le national. En fait, les États-Unis auraient pu juste dealer directement avec les Arabes, ne jamais financer Israël. Mais le but d'Israël, c'est de pouvoir contrôler, empêcher le développement, empêcher toute revendication nationaliste de toute la région. C'est ça. Les gens disent pourquoi est-ce que Israël est soutenu par les Américains, ça leur coûte trop cher, etc. C'est ça la logique du truc. Vous contrôlez la région, vous contrôlez le pétrole, vous contrôlez l'énergie. Bien sûr. Pendant longtemps, on appelait Israël le porte-avions américain, la 7e flotte. Parce qu'à l'époque, il y avait 6 flottes américaines. Maintenant, il y en a une douzaine, je crois. Et Israël était qualifié de 7e flotte américaine. 7e flotte, c'est pour assurer l'ordre impérialiste dans la région. Mais si jamais Israël n'arrive plus à imposer cet ordre, c'est compliqué, et c'est ce qui se passe, l'impérialisme, vous savez, il est très dur même avec ses amis. Eh bien, il se pourrait que demain, l'impérialisme cesse de soutenir Israël. Et là, ce serait la catastrophe, évidemment. C'est ce qui explique la sauvagerie. Pour nous, c'est bien. Surtout pour le peuple palestinien, évidemment. Mais pourquoi pour nous c'est bien ? C'est pas parce que Israël est un facteur de guerre en permanence qui empêche le développement de la région. Par exemple, pensez à la militarisation de la région. Quand l'État d'Israël s'est créé, eh bien tout d'un coup, ça a poussé à toute la militarisation. Ça a poussé aussi à empêcher la démocratie. Mais pour une raison qui est simple, c'est que au nom de la lutte contre Israël, c'est important de comprendre cela, c'est qu'au nom de la lutte contre Israël, eh bien, ça a justifié la mise en place de juntes militaires, l'exemple parfait, c'est la répression en Iran, parce qu'on est obligé d'en parler. On dit que depuis tout à l'heure, l'Iran a une victoire stratégique pour le moment, mais
Du coup, pour le prix de cette victoire, pour le régime iranien, c'est de réprimer en masse la population. Et ça, on peut pas le nier, mais c'est les conséquences de l'impérialisme. Il ne réprime pas comme ça parce qu'il est... Alors, une partie de la population se sent réprimée. Bon, il y a une partie il a quand même une base de soutien. En tout cas, ce sont la cause de cette répression. Et le fait que ce ne soit pas libéralisé au bon sens du terme, c'est aussi la conséquence de l'impérialisme américain. Le fait que le régime se rigidifie quand il est en guerre, c'est normal. Alors oui, évidemment, l'Iran est un régime autoritaire, il n'y a aucun problème. Et pas que l'Iran d'ailleurs, tous les régimes de la région sont des régimes autoritaires. Allons voir ce qui se passe du côté de tous ces... Parce que c'est pas parce que c'est important de le dire. Mais juste par exemple, il me semble qu'aux Émirats ou en Arabie Saoudite, si tu prenais une photo des hôtels bombardés, tu pouvais aller en prison. Ah mais bien évidemment, mais si c'était que ça, faut quand même rappeler qu'en Arabie Saoudite, et d'ailleurs au Bahreïn aussi, mais en Arabie Saoudite, on a quand même la peine de mort qui a été infligée à des manifestants des droits de l'homme, qui ont été exécutés, à qui on a coupé la tête, pour le coup, et là c'est vrai, hein, et j'ai de clairs souvenirs là-dessus. Alors souvent, ils font partie de la minorité chiite d'Arabie, hein, mais il y a une répression qui est absolument épouvantable, dont personne ne parle jamais. On se rappelle de l'affaire Khashoggi, etc. Ah oui, alors Khashoggi, parce que c'était quelqu'un de connu, mais il y a la peine de mort, et c'est que cette peine de mort en Iran, en Iran certes, elle existe, mais en Arabie Saoudite, elle existe pour des populations, des populations qui ne font que manifester, alors pour le coup, absolument pacifiquement. Le Bahreïn, l'association des droits de l'homme, par exemple. Le Bahreïn a essayé de se rebeller. Alors le Bahreïn à majorité chiite, son pouvoir, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, justement, et ce sont les chars saoudiens qui sont rentrés pour réprimer la population bahreïnienne. Juste pour répondre à Di Baladi, ne minimisez pas la répression du régime iranien, soutenez le peuple. Totalement. Le peuple. Il faut pas du tout minimiser la répression. Elle existe. Ben oui. Mais nous, notre ligne, c'est de dire que ce qui attaque en premier lieu la population iranienne, c'est l'impérialisme américain. C'est les sanctions qui les tuent tous les jours concrètement. On vous rappelle 200 000 morts parce que tu ne peux pas avoir les médicaments. En fait, on ne peut pas comprendre la répression du régime hors contexte. C'est pas possible. Et ce n'est pas uniquement ça, c'est que de toute façon, le fait de linker les deux, de lier ces deux questions, la question intérieure, c'est au nom toujours de ce linkage. Alors ce linkage, certains pensent qu'il est absolument nécessaire, il est indispensable de lier la question intérieure et la question de l'agression extérieure contre un pays. Hein. Mais n'oublions pas une chose, c'est que si on fait cela, alors on le fait uniquement pour les pays du Sud, on ne le fait jamais pour les pays du Nord. Oui. Hein. Mais si on fait cela, c'est au nom de cela que toutes les agressions impérialistes ont eu lieu. Bah oui. Mais toutes. Pourquoi croyez-vous, quel est l'argument que la France utilise en 1830 pour envahir l'Algérie ? Bon, à part l'histoire du coup d'éventail, c'était libérer le peuple algérien. Et déjà à l'époque, on parlait des femmes. Il y avait pas une histoire de trésor à un moment ? Alors oui, mais ça on le disait pas. Le fric, le trésor d'Alger, on le disait pas. Mais à l'époque, c'était mettre fin à l'esclavage, mettre fin à ce qu'ils appelaient la piraterie. C'est drôle le coup d'éventail. Le coup d'éventail. Mais c'est toujours au nom des droits de l'homme. Alors s'il y a des problèmes de droits de l'homme en Iran, c'est aux Iraniens de le traiter. C'est aux Iraniens de le traiter, mais c'est certainement pas à l'impérialisme. Et surtout... Et pour qu'ils puissent le traiter, il faut qu'ils arrêtent de se faire bombarder. Alors voilà, le problème, il est là. Et si certains pensent que la démocratie arrivera sous la férule impérialiste, alors je les déçois parce que je peux leur faire la liste du sol au plafond. C'est impossible. Moi, je voulais revenir sur c'est impossible qu'il y ait une démocratie s'il n'y a pas de souveraineté nationale. Et la raison pour laquelle l'Iran est agressé, c'est sa préoccupation de souveraineté nationale. Et ce n'est pas du tout la situation intérieure en Iran. Et ça, c'est aux Iraniens de la traiter, il n'y a aucun problème. Mais sinon, on va dire la même chose pour Cuba. On va dire la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de démocratie libérale à l'occidental dans aucun des pays qui a toujours cherché. Et l'explication, elle a cherché justement dans l'impérialisme. Faudrait clipper ça. Totalement. Théophile, si tu nous écoutes. Théophile, clip ça, s'il te plaît. Moi, je voulais répondre à ta question de est-ce que c'est bon pour nous ? Nous, notre but, c'est que l'impérialisme occidental soit le plus affaibli possible. Bah oui. Parce que les gens se disent, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait tout à l'heure, pourquoi vous ne parlez pas des sujets franco-français, etc. Mais cette guerre, elle nous concerne directement. Déjà parce que, bêtement, dès que les Iraniens ferment les trous d'Ormuz, ta facture de pétrole, d'essence et de gaz augmente. Mais si l'impérialisme occidental... c'est sur notre intérêt, on va dire, personnel. Voilà. Okay. Mais si l'impérialisme occidental et surtout français est en difficulté, ça nous donne, ça nous renforce ici. Dans notre pays, de toute façon, les meilleures victoires ont été faites quand l'impérialisme était au plus bas. Au moment du Vietnam, la guerre d'Algérie, etc. C'est là où tu peux prendre... Quand tu dis non, tu sous-entends les classes écrasées en France. Parce que du coup, le pays sera obligé de faire des concessions. Autre chose pour nos intérêts personnels, on va dire, en tant que Français, ça va être tout simplement que plus on est dans un contexte mondial
stressés sur la guerre, sur l'impérialisme, sur le besoin d'attaquer, parce qu'on est sur un besoin d'attaquer et d'agresser, plus nos États vont prétendre qu'on est dans un besoin de défense militaire et augmenter les budgets de l'armée, ce qu'on voit depuis des années. Et augmentation du budget de l'armée, baisse des dépenses sociales, baisse... C'est exactement ce qui s'est passé au vote du budget. Baisse des dépenses sociales et surtout, on va vers le fascisme. Je ne sais pas si ça dit Totalement. quelque chose aux gens, le fascisme et la guerre, ça va souvent ensemble. Donc, je ne sais pas si vous vous intéressez en tout cas à nos intérêts franco-français, c'est ça. Mais après, surtout, on est responsable. Si nos États agressent des pays du Sud, désolé, je me sens responsable. Je peux pas me dire, non, ils agressent, c'est leur problème, les pauvres gens par là-bas. Non, un peu de responsabilité et d'humanité, s'il vous plaît. Oui, il y a deux façons de voir la question iranienne. On peut la prendre de deux façons, alors, enfin de plusieurs façons. Mais il y a d'abord la façon du droit international. Le droit international ne nie en aucune façon, ne nie les problèmes intérieurs de l'Iran. Mais vous allez interroger tous les juristes internationaux, ils auront exactement la même position que nous. C'est ça qui est dingue. Le problème est simple, c'est qu'on n'a même pas besoin d'être révolutionnaire, etc., pour d'une part condamner cette guerre, dire que l'Iran a le droit de se défendre, non seulement a le droit de se défendre, mais si le droit était respecté, on devrait donner les moyens à l'Iran de se défendre. Et si l'ONU, la charte de l'ONU était respectée, eh bien, toute l'Assemblée générale de l'ONU aurait voté un soutien à l'Iran. C'est ça qui est absolument incroyable, contre l'agresseur américain et israélien. C'est ça qui est incroyable. Alors, cela ne veut pas dire que l'ONU nie les problèmes intérieurs au pays. Cela ne veut pas dire que les juristes internationaux se fichent des problèmes intérieurs à l'Iran. Mais la chose est là. La certitude que de toute façon, la guerre contre un pays va exactement à l'encontre de la démocratie dans ce pays. Et au contraire, ça va renforcer les tendances lourdes dans ce pays. Or, si certains ne le comprennent pas, guerre je ne sais pas. Fascisme. Mais exactement. Où qu'on soit dans le monde, je suis désolée, il n'y a aucun monde où la guerre, ça amène des choses positives. Et deuxièmement, d'ailleurs, c'était une des trois mots d'ordre au niveau du Front populaire, contre le fascisme, contre la guerre, et pour le pain. La paix, le pain, voilà. Et autre élément, d'un point de vue marxiste cette fois-ci, eh bien, si on prend la question d'un point de vue marxiste, évidemment que le marxisme se soucie de la situation intérieure dans un pays, et en Iran, il y a une lutte de classe comme partout. Mais prenez la déclaration du Parti communiste iranien, Toudeh, qui est très bonne. Et le Parti Toudeh condamne absolument les frappes américaines, et ne dit pas aux gens qui condamnent les frappes américaines et l'agression contre le pays, mais occupez-vous, venez vous occuper de l'intérieur, parce que le Toudeh s'en occupe très bien de la question intérieure iranienne. Vous voyez ? Mais nous, en tant que marxistes à l'extérieur, on doit d'abord affaiblir notre impérialisme, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle aussi le défaitisme révolutionnaire. On considère que l'impérialisme, d'abord il y a un impérialisme, en vérité il n'y a pas d'impérialisme, et la France fait partie de cet impérialisme, mais il y a des contradictions inter-impérialistes aujourd'hui qui font que les impérialismes européens ont peur de cette aventure criminelle, cette nouvelle aventure criminelle du couple terrible, vraiment terrible américano-israélien. Et donc de ce point de vue... Même Macron, il ne sait pas où se foutre. Si, Macron, alors je le dis franchement, il a bien joué. Il a bien joué. Alors, ça ne fait pas de moins un macroniste, mais je dis que Macron, et pas uniquement Macron. Et moi vas-y, finis. Mais... Non, de son point de vue, attention les amis. Je développe sur pourquoi il a bien joué, s'il te plaît. Eh bien, je dis Macron ne s'est pas engagé. Il n'a pas commis certaines erreurs qui avaient été commises. Qu'il avait déjà pu faire avant. Ouais. Et il a négocié avec l'Iran. Il a négocié avec l'Iran le passage du pétrolier français. Et ça, c'est quand même très important. Il y a aussi le fait que l'état-major français, parce que c'est pas uniquement Macron, était absolument contre, c'est clair. La France, d'abord, n'a pas les moyens. Mais le problème, c'est que si cette résolution du Bahreïn avait été votée, donc la France aurait été contrainte. Elle n'aurait pas pu. Tandis que là, et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est la libération des deux Français qui étaient retenus. Cécile Collet. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas trop le féliciter non plus. Non. Moi, j'allais répondre sur ça. Non, mais c'est un signe. C'est un signe. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un signe que l'aventure Il n'est pas parti dans le truc guerrier. Il a plus réfléchi, intérêt. Mais pas uniquement lui. C'est que les Européens aujourd'hui se rendent compte que c'est une aventure folle. Mais déjà, on se rappelle de. Pas Macron-Trump. Juste après le 7 octobre, Macron qui disait qu'il faut organiser une coalition internationale contre la masse. Mais oui, ça, je pense qu'immédiatement, il s'est fait rattraper la veste. C'était grossier. Ça, c'était vraiment grossier pour lui. C'est ignoble.
En plus, ça a été, on dirait un truc sorti de Bernard-Henri Lévy. Oui, donc ce que je veux dire, c'est qu'on va pas reprocher à Macron. Ouais, mais juste pour Macron. Mais il a été contraint par la résistance iranienne. C'est la résistance iranienne qui a prouvé à tous ces Occidentaux que cette aventure était. Si ça avait marché, ils auraient tous suivi. Ah, bah, ça c'est évident. Mais pour le coup, Macron, je pense que c'est peut-être. On peut enchaîner sur ce sujet, sur le Liban. C'est Macron, il fait que des déclarations sur le Liban. Il invite Israël à arrêter des attaques sur le Liban. Il invite. Ouais, mais il voulait aussi pousser le Liban à reconnaître Israël. Aussi, voilà, donc ça c'est très problématique. Donc il n'a pas si bien joué que ça. Et d'ailleurs, il va jamais aller sur des pressions contre Israël, par exemple. Voilà. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de regarder quelque chose de Pascal Boniface, une vidéo de Pascal Boniface que vous pourrez retrouver là de ces derniers temps, où il explique pourquoi effectivement le Liban ne doit pas reconnaître Israël d'un point de vue géostratégique. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Et non, mais c'est intéressant parce que ça pourrait être nous d'un point de vue idéologique. Vous voulez qu'on réagisse tandis qu'ils le font, tandis que c'est pas long, Pascal, en général. Non, il est pas long. Il a fait sur quoi? Sur YouTube? Ça doit être YouTube. Ouais, c'était sur YouTube. Ouais. Et Vas-y, continue. Et donc, effectivement, quelqu'un dit, ce sont les peuples qui doivent choisir leur gouvernement et pas les impérialistes. Il se trouve que l'Iran a un gouvernement et l'ONU reconnaît ce gouvernement. À partir de ce moment-là, eh bien, aucune force étrangère n'a le droit, ça c'est le fameux droit d'ingérence que la France, à l'époque de Kouchner, a voulu transformer en devoir d'ingérence. On a bien compris que le devoir d'ingérence, souvent, c'est un devoir impérialiste. Hein. C'est une possibilité pour l'impérialisme d'intervenir partout. Après, ça dure 7 minutes, on ne va pas tout regarder. Non, on peut regarder un peu, 3 minutes. Mais on peut regarder... Israël poursuit ses bombardements massifs sur le Liban et semble préparer une offensive terrestre massive si l'on en croit la mobilisation des réservistes et les déclarations du ministre de la Défense qui dit que si les Libanais ne coopèrent pas avec Israël contre le Hezbollah, ils subiront le même sort que la population de Gaza. C'est une menace claire et directe. Déjà, le Liban souffre. Il y a environ 1 million de personnes qui ont dû quitter, sont sommées de quitter leur habitation. Donc, c'est 10% de la puissance du Liban et qui ne sait pas trop où ils vont aller. Beaucoup de réfugiés. Et il y a 1000 morts, dont la plupart sont des civils. Et que faire par rapport à cela? Eh bien, les pays appellent à la retenue, appellent à la désescalade, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que Israël dit que tant qu'il n'y aura pas de pression réelle contre elle, elle continuera. Et Netanyahou a le soutien de son opinion publique et de sa classe politique pour ses actions de force, aussi bien en Iran qu'au Liban. Et donc le Liban va être la victime d'une opération militaire massive qui va compromettre non seulement la structure humaine du Liban, mais également son économie. Israël dit qu'il ne fait que répondre au Hezbollah qui, après le début de la guerre contre l'Iran, a envoyé des roquettes sur le territoire israélien. Ceci étant, il y avait un cessez-le-feu qu'Israël n'a jamais respecté, puisque les frappes israéliennes se comptent par centaines, voire par milliers, depuis le cessez-le-feu sur le territoire libanais. Et quand bien même il y a eu cette attaque du Hezbollah, il y a une règle de proportionnalité. Israël peut attaquer le Hezbollah, forcer de population, c'est un crime de guerre. Le fait de nouveau, quand même, Israël qui se moque du droit international, se moque de la classe politique israélienne, il a fait de nouveau l'unité autour de lui, lui qui, alors que lui non plus. Parce qu'il n'y a aucune pénalité à son action, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune pression, une partie qui est responsable de l'escalade militaire. Certes, le Hezbollah n'a pas les armées, contrairement à ce qui était prévu, mais on n'a jamais donné réellement les moyens à l'armée libanaise de le désarmer. Elle a commencé à le faire, mais elle est sous-équipée pour le faire, et ça ne se fait pas aussi rapidement ça, sauf à faire une guerre civile au Liban. L'offensive israélienne est un acte d'agression, puni par le droit international. Oui, alors là, c'est un point où je ne suis pas d'accord avec Pascal Boniface. Donner à l'armée libanaise les moyens de désarmer, je ne vois pas comment, cher Pascal. D'une part, pourquoi l'armée libanaise le ferait, puisque c'est Hezbollah qui, rappelons-le, a libéré le Liban en 2000. C'est Hezbollah qui a sauvé le Liban en 2006. D'accord ? Alors, bon, c'est aux Libanais de régler cela, mais c'est pas une puissance d'ici de dire qu'il faut donner à l'armée libanaise les moyens. D'autant plus que cela créerait une guerre civile. J'entends souvent ça, ouais. Mais oui. Il faut donner à l'armée libanaise. Mais c'est faux. C'est au nom de cela que faut le dire, Hezbollah avait respecté la trêve en subissant des pertes, des centaines de morts. Hezbollah a eu des centaines de morts, rappelez-vous, depuis la précédente agression, et c'était retenu. On disait, c'est à l'armée libanaise d'avoir le monopole de la force au Liban, le monopole de la violence légale, selon
selon la formule. Après, la vérité, c'est qu'Israël a violé le cessez-le-feu. Mais 1500 fois. 1500 fois. 1500 fois. 2024. Hezbollah n'a toujours pas répliqué. Donc, ça veut dire quoi? Engager le Liban dans une guerre civile, de toute façon, si l'armée libanaise faisait cela, l'armée libanaise se désagrégerait, parce que les chiites sont très nombreux, sont la communauté la plus représentée dans l'armée libanaise. Et ça veut dire quoi? Organiser une guerre civile? Si Hezbollah existe, ça c'est un fait, c'est parce qu'effectivement, l'armée libanaise a été incapable d'assurer deux choses. Eh bien, la sécurité du Liban, face aux agressions d'Israël qui sont répétées. C'est pas Israël agressait le Liban alors que Hezbollah n'existait pas. Hein. Les agressions du Liban 78, Hezbollah n'existe pas, Israël envahissait déjà le Liban, la fameuse invasion. Hein. Donc, dans quel but? Eh bien, Israël voulait absolument mettre à la tête du Liban un gouvernement qui serait favorable, c'est-à-dire vassaliser complètement le Liban. Et c'est cela, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le but de guerre de Netanyahou. Hein. Donc c'est pas se défendre. Et je crois que quand Hezbollah a lancé les hostilités là, il n'a pas lancé les hostilités, il n'a fait que répondre à une agression qui durait déjà depuis un an, hein, avec des centaines de morts, des villages qui étaient déjà détruits, etc. Donc là-dessus, voilà, on peut reprendre. Je ne suis pas du tout d'accord. Interdit par le droit international, c'est un crime d'agression, et on voit que, une fois encore, les pays européens, si attachés au droit international, sont timides dans la réaction, pour ne pas dire muets, à part quelques cas isolés comme l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande. La France appelle à la désescalade, mais c'est pas suffisant. Elle fournit une aide humanitaire au Liban, mais la France n'est pas une ONG, elle doit agir politiquement. Et c'est là qu'on entend une mesure, un bruit de fond commence qui serait un peu curieux. La France appelle à des négociations directes entre le Liban et Israël, ce qui serait une bonne chose. Mais certains proposent que, pour arrêter la guerre, le Liban reconnaisse Israël. On sait que le Liban, comme la plupart des pays arabes, n'a jamais reconnu Israël, que l'Égypte puis la Jordanie l'ont fait par les accords de paix, et que les accords d'Abraham sont venus aussi faire que les Émirats arabes unis, Bahreïn, puis ensuite le Maroc et le Soudan ont reconnu Israël. Est-ce que le Liban doit reconnaître Israël pour faire cesser l'offensive? Et alors bien sûr, on peut dire, si ça permet la paix, c'est une bonne chose. Mais ça serait une récompense à un crime d'agression. Ça serait forcer le Liban à reconnaître Israël parce qu'il est attaqué, parce qu'il est menacé de disparaître. Ça serait contraire à tout droit international, ça serait contraire à toute norme. Et la France ne peut pas se rendre complice de cela. J'espère que les rumeurs disant que la France propose cela sont non avérées, sont infondées, parce que ça serait vraiment une faute très très grave. Alors bien sûr, on peut dire que c'est le réalisme. Finalement, j'ai bien dit que Donc voilà, je pense que ça a été dit. Et là-dessus, sur cette deuxième proposition de Boniface, on ne peut être que d'accord. Je veux dire, on ne voit pas pourquoi les pays arabes seraient obligés de reconnaître un État qui s'est imposé par la force dans la région, qui s'est imposé en spoliant c'est comme si, ce qu'ils sous-entendent, c'est que c'est comme si le problème de la guerre dans la région, c'est parce que on ne respecte pas assez Israël. Que si on respectait Israël, si on reconnaissait en tant qu'État démocratique, je sais pas quoi, alors là c'est bon, ce serait la paix. Israël ne demande qu'à être reconnu pour ce qu'il est. C'est ça. Et reconnaître. C'est la version accusatoire même. C'est fou, parce que c'est-à-dire que pourquoi vous vous tapez vous-même, c'est-à-dire vous avez juste à reconnaître Israël et comme dit Pascal Boniface, ce serait une victoire politique. Bah oui. C'est une folie de c'est une forme de normalisation, de légitimation de. Maintenant, pour qu'un voisin accepte votre volonté, vous l'envahissez. Exactement. C'est ce que ça voudrait dire. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit, pourriez-vous clarifier votre position à propos du régime des Mollahs? Non, mais c'est n'importe quoi. D'abord, ça s'appelle pas le régime des Mollahs. À l'ONU, ça s'appelle la République islamique d'Iran. D'accord. Alors voilà, c'est tout. Déjà, c'est raciste. La France, on l'appelle pas le régime des grosses crapules, des gros salopards qui pillent le pays 24 heures sur 24. On l'appelle pas comme ça, la France. On l'appelle pas l'Allemagne. C'est bien, Yazid. Je vous invite à lire un article d'Orient 21 qui répond exactement à cette question. Franchement, c'est intéressant ça. Oui, tout à fait. L'Iran est-il vraiment un régime des Mollahs? Exactement. On peut dire juste le chapeau peut-être? Pas de souci. Vas-y. Les médias dominants utilisent souvent l'expression régime des Mollahs pour désigner le régime. C'est un terme raciste. Iranien. Notre ami Azadi l'avait bien expliqué d'ailleurs au cours d'une émission. Exactement. Absolument. C'est super, c'est vrai. Oui. Cette périphrase simplifie à l'extrême un pouvoir bien plus ramifié. En réalité, le pouvoir de la République islamique n'est pas uniquement concentré entre les mains d'une partie du clergé, mais se répartit entre plusieurs institutions et acteurs, y compris non religieux. Voilà. Oui, c'est ça. On ne va pas appeler la France le régime des ordures qui pillent depuis 2 siècles le Sud et qui massacrent à travers des guerres sans arrêt. Non, mais c'est extraordinaire comme truc. L'Iran est un vrai pays. Bon, voilà. Alors, les gens, après les Iraniens, c'est aux Iraniens de régler leur avenir. Mais en tout cas, nous, on est là pour que le droit international soit respecté, d'accord? Et c'est ça. Et aussi, en tant que militant, eh bien, pour que effectivement notre l'impérialisme soit affaibli. Parce que plus l'impérialisme sera affaibli, et plus cela sera aussi bénéfique à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, je prends toujours cet exemple, mais il est très très important.
dans les années 70, encore une fois, le moment où l'impérialisme américain est le plus faible, eh bien, c'est le moment où il y a eu le plus de mouvements sociaux. J'aime bien parce qu'il redit ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en mieux. Les mouvements. La prochaine fois que tu le redises encore mieux. C'est vrai. Merci, monsieur le professeur Boussouma. Et voilà. Mais tout ce qui était mouvement social, lutte des femmes, etc., tout ce que vous voulez, si ça émerge et si ça prend son essor dans les années 70, c'est parce qu'effectivement l'impérialisme c'est le moment où l'impérialisme est le plus affaibli. Et quand l'impérialisme est affaibli, même si c'est au Vietnam, même si c'est pas directement la France, eh bien cela va avoir des répercussions sur l'ensemble de la sphère impérialiste. Et cela va dynamiser les mouvements sociaux. Et c'est comme ça. C'était à la suite aussi de l'effondrement du colonialisme français en Algérie, de l'effondrement du colonialisme portugais en Afrique. Donc c'est très important de comprendre ce lien qu'il y a entre l'impérialisme et les luttes sociales dans les pays. La défaite soviétique, enfin la défaite russe a provoqué la révolution soviétique, sûrement. C'est que le défaitisme révolutionnaire nous profite toujours. C'est ça, en 1917, c'est exactement cela. Et ce défaitisme révolutionnaire est extrêmement important. C'est pour ça que c'est très grave qu'aujourd'hui en France, des gens ne le comprennent pas. Ne comprennent pas ces deux choses. Tu le disais tout à l'heure, la guerre, guerre à la guerre, hein, ça c'est très très important. Et deuxièmement, de comprendre cette dimension anti-impérialiste. D'ailleurs, on s'y emploie en ce qui nous concerne, en ce qui concerne PDH, pour mettre de la clarté un petit peu dans tout cela. Alors, Joseph Boussouma, ex-proche d'action directe, quelle guerre? C'est génial. Oh non, non. Je vous conseille de lire un autre article sur ce sujet-là du campisme. Après la guerre d'Avid, tu sais. Oui, c'est ça. Pour clarifier un peu tous ces trucs, tous ces sujets, le QG décolonial a publié un très bon article. Donc, déclin hégémonique et radicalisation impériale contre l'anticampisme pour une politique des contradictions. Ah, c'est super ça. Voilà. Camping interdit. Peut-être que tu veux lire le chapeau. C'est génial. Bah oui, avant on disait que le camping c'est Trigano, hein, une fameuse marque de. Et donc par analogie, voilà. Alors je veux bien lire le chapeau. Nous vivons un moment de vérité politique, alors même que les États-Unis accentuent leur pression sur Cuba, frappent et sanctionnent au nom de leurs intérêts globaux, ciblent les ennemis de leurs alliés et se réservent le droit de punir extraterritorialement les États. Des institutions et des individus, une partie non négligeable de la gauche occidentale continue de renvoyer dos à dos agresseurs et agressés, impérialisme structurant et résistance périphérique au nom d'une lutte indistincte contre toutes les formes de domination. Super. Tu sais qu'en lisant ce chapeau, ça m'a rappelé, alors c'est un peu la comparaison n'est pas raison, mais ça m'a rappelé les débats sur l'intersectionnalité. Ben, c'est un peu pareil. Ben, en fait, c'est le fait de ne pas analyser le pouvoir. Mais, mais même dans l'intersectionnalité, tout ça. C'est-à-dire, on va lutter contre tout en même temps. On lutte contre tout, mais on ne sait pas contre quoi. Voilà. On prétend suranalyser les structures et tout, mais en vérité, on ne sait pas identifier qui fait quoi. Voilà. Qui est au-dessus de qui. Et surtout, quelle cible Ben oui, on dit tout est pareil, mais parce que tout est pareil, c'est de la lâcheté. C'est-à-dire, tout est pareil, voilà. Et c'est moral. Une analyse sur le pouvoir n'est pas une analyse sur la morale. Alors, tu as tout à fait raison de dire ça, Mariam. C'est exactement là-dessus que je voulais rebondir. C'est l'aspect moral. C'est-à-dire que les gens confondent. De la même façon qu'il y a antiracisme moral et antiracisme politique, eh bien, il y a deux façons de voir les relations internationales d'un point de vue moral. Alors, quand on dit c'est pas bien d'un point de vue moral, c'est pas qu'on n'aurait pas une morale. On a toujours une morale, bien évidemment. Hein, le bien. Impérialisme moral, c'est ça. Mais c'est ce que je dis. On devrait dire cette formule. Mais je le dis déjà. Ah, pardon. Mais je le dis déjà. Je l'ai dit avant lui. Mais Mediapart. Mais non, mais bien. SOS, c'est anti-impérialiste. Non, Mediapart, c'est l'anti. Mediapart, c'est l'anti. Alors, j'avais failli dire Mediapart, c'est l'anti-impérialisme moral. Mais ça ne l'est même pas. Mais c'est ça, c'est pour ça. Mais c'est exactement cela. C'est que il est évident que le problème, c'est pas. Alors quand on fustige l'antiracisme moral, ça veut pas dire qu'on n'a pas de morale, que évidemment on est dans la rue, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal, on va pas s'en occuper en disant non, moi c'est uniquement une réflexion politique. Pas ça du tout. C'est que la question est la suivante. C'est que lorsque le problème du monde, c'est pas la méchanceté ou la gentillesse des gens. Analine aussi, il a l'habitude de le dire dans le chat. C'est ça. Vous l'avez tous en fait cette formule. Il y avait que moi qui ne l'avais pas. Vas-y, continue. Ah ouais. Excuse-moi. Ouais. Alors le fameux ni chat, ni Mola, ni Netanyahou, ni Trump. Oh, comme c'est beau, c'est génial. Alors voilà, comme si on est contre tous les méchants. Voilà, c'est des méchants. Oh, c'est des méchants. Trump est un méchant. Trump est un méchant. On est les Total Spies. Les Mollahs, c'est des méchants. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le degré zéro, c'est de la misère politique, ni chat, ni Mola, ni Netanyahou, qui ramène ça à uniquement des questions de personnes, des questions sans voir les structures. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est vachement grave quand on dit ni chat, ni Mola, ni Trump, ni Netanyahou. Hein, c'est d'ailleurs, parce que quand on arrive à cela, ça veut dire que c'est un jeu à somme nulle. Finalement, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes.
Alors tu penses que c'est tous les mêmes. Oui, tu oui. penses qu'aujourd'hui, eh ben effectivement, donc aujourd'hui, si l'Iran a résisté, eh ben c'est bullshit, on devrait s'en foutre, c'est pas grave. Mais surtout, ça mène à mais c'est- le renforcement de l'impérialisme. Bah, mais bien- mais c'est évidemment. c'est le plus fort qui Pourquoi gagne. Parce que ça renforce toujours Voilà. Le plus fort. le plus fort, simplement. Voilà, hop, les maths version politique. Mais évidemment, C'est vrai. mais évidemment, ça renforce toujours le plus fort. De dire ni chat ni mola, comme c'est l'impérialisme qui domine, et que et d'ailleurs, c'est pas uniquement le problème du chat, parce que je pense qu'aucun Iranien aujourd'hui ne mise sur cette odieuse créature, là, sur ce scolopendre. Mais c'est le fait que, effectivement, en disant cela, oui, je suis désolé, il y a une hiérarchie. Alors justement, on n'est Mais pas c'est dans le il y a- moral. Moi, je dirais pas qu'il y a une hiérarchie, il y a une stratégie. Oui, Tout simplement. La C'est-à-dire- stratégie, Parce que tu ne peux pas attaquer toutes les cibles en même temps. c'est ce que Mao a appelé l'ennemi principal. Voilà, tout simplement. Vous êtes super. Je vous adore. Bah oui, c'est Non, c'est vous la- êtes super. Si- Franchement. Et si on n'est pas capable de définir quel est l'ennemi principal, et d'ailleurs ça a été appliqué par tout le monde, par les On dirait bolcheviks. un petit truc de tennis, mais c'est un truc de tennis qui vole, ça s'arrête jamais. Genre, tu vois, ça tombe jamais. Vous êtes super. c'est Mais, bien. mais c'est évident, regardez, regardez Merci, Lénine. Maria. Les gens aiment bien Lénine. On l'aime bien, mais on ne veut pas s'en inspirer. Ah bah ça, Alors quand Lénine... Alors d'abord, je dois d'abord signaler une chose, c'est pas uniquement Lénine, mais également Marx. Lorsque Lénine doit donner son avis sur l'Afghanistan, sur la guerre en Afghanistan par les Anglais à l'époque déjà. C'était les Anglais. Hein. C'est effroyable ce que les Anglais ont fait en Afghanistan. Hein. Bon, et ben Lénine dit il faut soutenir Même les bourgeois. Enfin, un bourgeois. le roi d'Afghanistan. Non, mais Le Shah c'était un Shah à l'époque il me aussi semble en que Afghanistan. La Hein. citation, c'est Oui. même un bourgeois en Égypte est toujours plus progressiste qu'un mec qui soutient l'impérialisme anglais. Eh bien, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Parce que si on ne comprend pas que le monde n'est pas structuré par uniquement le capitalisme, mais l'impérialisme, et c'est ça qui change tout. C'est la structure globale qui sous-tend toutes les bourgeoisies dans le monde, Ouais, toutes les bourgeoisies, puisque aucun pays n'y échappe, c'est la structure impérialiste. Et dès l'instant où la structure impérialiste est affaiblie, eh bien cela affaiblit toutes les bourgeoisies dans le monde, y compris même à la limite la bourgeoisie iranienne, C'est- bien évidemment. Et paradoxalement, c'est ça dont on manque dans les logiciels d'extrême Bah oui. gauche, Bah oui. alors même que c'est ça qui est le plus présent dans Mais l'actualité. bien sûr. Genre, c'est Ça, c'est la morale. Marie. tous les jours, ça bien- devient de plus en plus lisible. Mais c'est ça le matérialisme historique et le matérialisme, comment tout simplement. Donc effectivement, Lénine, il va saisir l'opportunité de cet affaiblissement de la puissance russe, enfin du capitalisme russe, Ouais. et il va aller jusqu'à conclure un accord avec l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. Et il va aller très loin, Lénine, parce qu'il va céder à Lénine toute une partie de l'Empire russe, Ouais. hein, pour obtenir la paix. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, hein, en termes de stratégie, en termes de sacrifice. Donc, on peut être capable à un moment de sacrifier toute une partie du territoire parce que c'était absolument essentiel pour la paix. Pour la Russie, la paix à l'époque. Si la guerre se prolongeait, c'était la disparition de la Russie. C'était son émiettement. Donc, il fallait absolument maintenir l'État. Même l'État qui n'était pas encore un État, qui n'était pas encore un État bien assuré. Donc ça, c'est très très important de comprendre cela. C'est que il était hors de question que l'État iranien s'effondre. Bah oui. Si l'État iranien s'effondre, et c'est ce qu'on recherche, et c'est ça qui est important. Comme s'est effondrée la Syrie, alors moi je veux bien qu'on me donne, mais la Syrie, l'État syrien n'existe plus. Ah, mais- Il n'y a plus de souveraineté. Bah oui. Mais non, mais en fait, il faut. Le problème, c'est que. Alors ça veut pas qui dire est- défendre le Moi, ce que régime j'adore, de c'est Bachar, que Youssef, comme on dit. Il prêche ses deux élèves les plus convaincus. Ah. Nous, on est là et on a tout à fait, Youssef. Naturellement. Non, mais j'allais dire On que. est totalement d'accord, Youssef. Moi, ce qui m'énerve avec la morale, c'est qu'elle ne pousse pas la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire, bon, nous sommes pour. Disons qu'il y a un pays. Bah, c'est le principe même de la morale. Non, mais je veux dire. Non, oui, Il n'y a pas de logique. non, mais en fait, c'est que la morale C'est abstrait. qui se prévaut de vouloir aider les peuples, etc. Ouais, bon. En fait, si on appliquait les logiques, Mm. ce serait une situation encore pire. C'est-à-dire que je suis pour. Oui, disons dans le que réalisme, oui. je suis pour une révolution totale en Iran, là, maintenant. Déjà, Voilà. ça marche pas comme ça. Non, mais voilà, non, mais d'accord. Disons qu'elle arrive. C'est-à-dire, donc le pays disloqué, les États-Unis peuvent bombarder comme ils veulent, ils rentrent, ils peuvent envahir. Voilà, le chaos profite toujours à l'impérialisme. C'est aussi simple que ça. Et les peuples ne seront pas plus libres sous domination américaine. Oui, parce que si on prend l'exemple de la Syrie, si en Syrie il avait existé une organisation révolutionnaire, Oui. moi je ne suis pas forcément pour ce qu'on appelle le dégagisme.
Le dégagisme, ça veut dire, voilà, à tout prix, on dégage et puis sans se préoccuper d'après. En se disant, l'intendant suivra, comme on dit, comme disait Napoléon. Mais c'est une erreur colossale, parce que s'il avait existé en Syrie une organisation révolutionnaire digne de ce nom, eh bien, elle aurait assumé toutes les tâches de souveraineté nationale de la Syrie. Or, Joulani, c'est pas du tout ce qu'il a fait, puisque Joulani était un petit rejeton de l'impérialisme, en vérité. Effectivement, un rejeton de l'impérialisme, ce que la suite a montré. Eh bien, la situation à laquelle on aboutit, c'est qu'il n'y a plus de souveraineté syrienne, que la Syrie a perdu le Golan, et définitivement que c'est la guerre civile, qu'on massacre les Alaouites, qu'on massacre les chrétiens, que les femmes, on les renvoie à la maison, parce qu'on ne parle pas assez de cela. Mais vous savez que c'est ce qui se passe actuellement, que même la ministre des Femmes en Syrie se permet de demander aux femmes de ne plus se maquiller. On arrive à ce genre de bêtises, parce que bon, c'est pas uniquement l'histoire de... Mais on voit bien que qu'il n'y a plus de souveraineté et que surtout la Syrie devient même un quasi-allié de l'État d'Israël. Je vous signale qu'il y a quelques semaines de cela, il y a eu une opération héliportée d'Israël à partir du régime syrien contre la Beka libanaise. Et que Joulani a même proposé à un moment, effectivement, d'apporter son soutien. Non, mais surtout les déclarations à Israël. Les déclarations de Joulani qui disaient que contre l'Iran. Il faudrait désarmer le Hezbollah et il voulait faire une coalition avec le gouvernement libanais pour le désarmer. Oui. Voilà, donc mais oui, c'est ça. Mais voilà à quoi on aboutit. Alors attention, ça ne voulait pas dire, encore une fois, qu'il fallait garder Bachar. Simplement, Bachar al-Assad. Simplement, je dis une chose, c'est que les militants doivent... Je me permets. Oui, pardon. On conclut sur ça ? Alors oui, juste à ajouter, il y avait juste un autre point à ajouter. Oui, il y avait un autre point qui était que Trump est de plus en plus contesté même par son propre camp. Ça a joué. Il y a des républicains. Est-ce que ça va jouer? Parce qu'on est encore dans l'incertitude des amis. Au Sénat, il y a des grands noms, genre Alex Jones, des mecs fous, totalement pro-MAGA, qui se retournent contre Trump. Il y a des républicains, même des républicains qui pourraient, qui pensent, je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais qui ont pensé à voter l'impeachment avec les démocrates. Ça, je ne pense pas que ça va arriver. Mais surtout, en novembre, il y a l'élection des midterms, donc le renouvellement des chambres. Et là, l'avenir de Trump est incertain. Il y avait même des gens qui disent que peut-être que les chambres pourraient se retourner. Et là, on pourrait destituer Trump. Voilà, c'est des scénarios politiques fiction. Mais en tout cas, je suis plutôt réservé sur ça. Avec cette défaite stratégique pour l'instant, encore je le répète, l'Iran n'a pas encore gagné. Les Américains sont loin d'être défaits. Il est maintenant en position de faiblesse. Salut Fabien, t'arrives à la fin. Salut Fabien. Oui, alors maintenant on va terminer là-dessus sur le réalisme. Aujourd'hui, Israël veut absolument faire péter le cessez-le-feu. Les officiels iraniens disent qu'il est hors de question d'abandonner le Liban et que si jamais, la trêve ne concerne pas le Liban, l'Iran se retire de la négociation sur le cessez-le-feu. Et ça, c'est important à dire. Qu'il y a eu le viol déjà du cessez-le-feu par rapport à l'Iran, par le survol de ces immenses drones dont dispose Israël, dont j'ai oublié le nom là, et qui a été abattu par la défense anti-aérienne iranienne. Le détroit d'Ormuz, oui, ils ont dit effectivement que le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert, et vous avez raison de le dire, il est déjà refermé, tant qu'effectivement Israël n'arrêtera pas sa lâche et brutale et barbare agression contre le Liban. C'est absolument infâme. Actuellement, nos amis à Beyrouth le disent. C'est absolument terrible ces bombardements qu'il y a en permanence. Et du côté de Hamra, donc au centre même de Beyrouth, il n'y a aucune région du Liban, des familles entières qui ont été décimées. Donc voilà, ça c'est quelque chose. 30 villages ont été rasés à la surface du sol au sud Liban. La ville de Tyr, la ville de Tyr c'est effroyable les destructions. Alors entre parenthèses, il y a aussi des vestiges archéologiques qui ont été touchés de façon totalement gratuite, Vous savez, vous avez l'excuse qui a été dite par Israël, au fait tout à fait autre chose, pour avoir bombardé la synagogue, c'est de dire qu'il y avait un haut gradé militaire iranien qui était dans la synagogue à ce moment-là. Non mais quand on en arrive à ce niveau... C'est les mêmes excuses que bombarder Gaza à l'hôpital, il y avait 10 mecs du Hamas qui se cachaient sous l'hôpital. Oui, c'est ce qu'on prétend. Non, donc en tout cas, tout ça est absolument terrible, et je crois qu'on doit parler... oui, c'est ça. 1 million d'habitants évacués en 24 heures au Liban, c'est du délire total. Il y a des sanctions à prendre contre Israël. Il suffirait que l'Occident, l'Union européenne, prenne des sanctions immédiates et Netanyahou arrêterait son agression. Il suffirait qu'on dise arrêt de l'accord d'association Union européenne. Netanyahou arrêterait sur le champ. On n'a même pas besoin de faire la guerre. Et ils ne le font pas. Ouais. C'est ça qui est ignoble. Alors Macron a beau parler du Liban sans arrêt, puisque c'est la France qui a créé le Liban, hein, mais cela est absolument ignoble. Ça s'appelle de la complicité totale. De la complicité totale.
Voilà, et donc on parle actuellement, disons entre guillemets, d'un cessez-le-feu. On espère qu'il sera maintenu, et on dit que si le cessez-le-feu est maintenu, et si le détroit d'Ormuz revient à l'Iran, et si effectivement Israël arrête son agression contre le Liban, et si effectivement ça fait beaucoup de si, mais c'est la négociation, eh bien ce sera une défaite extraordinaire et un soulagement pour tous les peuples du Sud. Une défaite extraordinaire du couple impérialo-sioniste et une victoire extraordinaire pour tous les peuples du Sud, dont les conséquences se feront sentir d'abord pour la Palestine, parce que ça va desserrer l'étau pour ce pauvre, notre peuple frère palestinien. Et voilà un petit peu. Et cela va bouleverser toutes les monarchies arabes. Ouais. Toutes les monarchies arabes, parce que cela va montrer au peuple arabe que la puissance israélienne n'est pas inéluctable, qu'il y a une vie en dehors d'Israël, d'accord, et que cet odieux chantage qu'Israël fait, c'est-à-dire de menacer tous les peuples qui protestent, et cela va avoir un effet sur la démocratie, justement, dans le monde arabe. C'est ça qu'il faut comprendre. Au final, cela va libérer les peuples, et d'abord à la fois du chantage israélien, mais aussi du chantage de leur direction, de certaines directions qui militarisent tout, soi-disant pour se protéger, alors que leurs armées ne servent uniquement qu'à réprimer les peuples. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, avec une autre joie, c'est la loi Yadan. C'est la pétition. Oui. On peut... Qui a atteint 600 000 signatures contre la loi Yadan, faisant même que le Parti socialiste, dont fait partie François Hollande et Jérôme Guedj, qui étaient signataires, je crois qu'il y avait 6 signataires du PS, ont décidé finalement de voter contre, et les écologistes aussi. Donc, les bouffons du PS. Et le MoDem demande le retrait de la loi. Voilà, le MoDem demande le retrait de la loi, et on peut aussi remercier tous les efforts de Rima Hassan, de l'AFI en général, de Mélenchon, contre cette loi Yadan. Ça, c'est quand même très très bien, puisque d'ores et déjà l'AFI a demandé que cette loi soit rediscutée. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Et nous sommes évidemment, oui, pour la paix. Paix au Liban, paix en Palestine, paix en Iran. Paix à tous les peuples de bonne volonté. Et voilà, paix et liberté. C'est simple, hein, c'est pas la lune. Merci Youssef, merci Yazid, merci Mariam qui ont assisté à ce live. Merci à vous, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut, et faites des dons sur le Tipeee. Surtout. Attends, on est obligé. Maintenant, tu m'as rappelé, on est obligé d'en parler. Pourquoi j'ai dit ça ? On est obligé d'en parler. Donc, bien tenté, Mariam, tu voulais finir l'émission. Yazid, on peut aller manger. Ouais, pour qu'on puisse manger confortablement. Arrête, on mange pas avec cet argent. Oui, c'est vrai qu'on mange pas avec cet argent. Mais pour qu'on puisse qu'on puisse nous-mêmes manger en sérénité, en sachant que l'avenir de Parole d'honneur est assuré. Faites des dons sur notre Tipeee. N'hésitez surtout pas. Christophe, affiche le site, s'il te plaît. Nadine, merci. N'hésitez pas à faire des dons sur le Tipeee. Vous avez le lien dans le chat que je vous mets incessamment sous peu. Tac. Tipeee. Donc c'est le meilleur moyen de nous soutenir, tout simplement. Vous faites un don régulier. Vérifiez même que votre CB est toujours activé sur le site. Et puis voilà. De grosses annonces arrivent bientôt aussi, des gros événements. Donc on ne peut pas encore vous spoiler. Lesquels ? On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler encore. Les communiqués se précisent, les visuels s'affinent, et nous-mêmes nous organisons. Donc voilà, RDV lundi pour un nouvel épisode de La Perle. Et merci à Alessandra et puis à Christophe. Merci. Et vous êtes super. À bientôt. Ciao. Salut. Pour de vrai, cette fois. Au revoir.